une responsabilité historique. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États. Un tournant historique vient de se produire à la tribune des Nations Unies. Emmanuel Macron a officiellement annoncé que la France reconnaît l'État de Palestine. Un geste fort, attendu depuis des décennies, qui bouleverse l'équilibre diplomatique au Proche-Orient et place Paris au centre du jeu international. Mais que cache réellement ce discours? Et quelles en seront les conséquences? Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette reconnaissance est une manière d'affirmer que le peuple palestinien n'est pas un peuple en trop, qu'il est au contraire ce peuple qui ne dit jamais adieu à rien, pour parler avec Mahmoud Darwish, un peuple fort de son histoire, de son enracinement, de sa dignité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour, et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. Jamais la France n'a manqué à Israël quand sa sécurité était en jeu, y compris face aux frappes iraniennes. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite, nourrissent des obsessions antisionistes et veulent la destruction de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la France est accompagnée par celles qui seront annoncées aujourd'hui, entre autres, et je les en remercie, celles d'Andorre, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Portugal, du Royaume-Uni, de Saint-Marin, qui ont attendu avec nous ce moment et saisissant l'appel de juillet dernier, ont fait le choix de la responsabilité, de l'exigence et de la paix. Cela, après le choix fait par l'Espagne, l'Irlande, la Norvège et la Slovénie en 2024 et tant d'autres auparavant. Cette reconnaissance ouvre le chemin d'une négociation utile aux Israéliens comme aux Palestiniens. Ce chemin est celui du plan de paix et de sécurité pour tous que l'Arabie saoudite et la France ont soumis au vote de cette Assemblée qu'il a adopté à une très large majorité. Il porte notre ambition commune de briser l'engrenage de la violence et de changer la donne sur le terrain. Nous avons su faire un pas les uns vers les autres, sortir de nos postures habituelles et nous donner des objectifs concrets. Il nous appartient maintenant, ensemble, de déclencher une mécanique de paix répondant aux besoins de chacun. Le premier temps de ce plan de paix et de sécurité pour tous est celui de l'urgence absolue, celle de coupler la libération des 48 otages et la fin des opérations militaires sur tout le territoire de Gaza. Je salue les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour y parvenir et demande à Israël de ne plus rien faire qui entrave leur aboutissement. Le Hamas a été vaincu sur le plan militaire par la neutralisation de ses chefs et de ses décideurs. Il doit l'être sur le plan politique pour être véritablement démantelé. Dès lors que le cessez-le-feu aura été agréé, c'est un effort massif que nous devrons produire collectivement pour porter secours à la population de Gaza. Et je remercie l'Égypte et la Jordanie de leur engagement ici
et rappelle à Israël l'obligation absolue qui est la sienne de faciliter l'accès humanitaire à Gaza pour aider une population aujourd'hui démunie de tout. Le deuxième temps est celui de la stabilisation et de la reconstruction à Gaza. Une administration de transition intégrant l'autorité palestinienne, la jeunesse palestinienne, accompagnée de forces de sécurité dont nous accélérerons la formation, aura le monopole de la sécurité à Gaza. Elle mettra en œuvre le démantèlement et le désarmement du Hamas, avec le soutien des partenaires internationaux et les moyens qui seront nécessaires à cette mission difficile. La France est prête à contribuer à une mission internationale de stabilisation et à soutenir, avec ses partenaires européens, la formation et l'équipement des forces de sécurité palestiniennes. Dès lors que la négociation le permettra, le Conseil de sécurité pourra décider le déploiement d'une mission de soutien civil et sécuritaire en liaison avec les autorités palestiniennes, avec le consentement des autorités israéliennes. Il reviendra aussi à l'État de Palestine de rendre espoir à sa population éprouvée par des années de violence, d'occupation, mais aussi de division et d'incurie. Il lui reviendra donc d'offrir à son peuple un cadre d'expression démocratique, renouvelé et sécurisé. Le président Mahmoud Abbas en a pris l'engagement auprès du prince Mohammed Ben Salman et de moi-même. Il a condamné avec force les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Il a affirmé son soutien au désarmement du Hamas et s'est engagé à l'exclure de la gouvernance à venir de Gaza comme de l'ensemble du territoire palestinien. Il a affirmé son engagement à lutter contre les discours de haine et a promis une rénovation en profondeur de la gouvernance palestinienne. La France sera attentive à la pleine mise en œuvre de chacun des engagements pris auprès d'elle. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. L'exigence de la France à l'égard d'Israël ne sera pas moins grande. Avec ses partenaires européens, elle indexera le niveau de sa coopération avec lui sur les dispositions qu'il prendra pour mettre fin à la guerre et négocier la paix. C'est bien grâce à ce chemin que nous obtiendrons un État de Palestine souverain, indépendant et démilitarisé, regroupant l'ensemble de ses territoires, reconnaissant Israël et étant reconnu par Israël, dans une région qui connaîtra enfin la paix. J'attends aussi de nos partenaires arabes et musulmans, qui ne l'ont pas encore fait, qu'ils tiennent leur engagement de reconnaître l'État d'Israël et d'avoir avec lui des relations normales, dès lors que l'État de Palestine aura été établi. Ainsi ferons-nous ensemble la démonstration d'une double reconnaissance au bénéfice de la paix et de la sécurité de tous au Proche-Orient. Voici, mesdames et messieurs, quel est notre plan de paix. Il établit un engrenage exigeant pour sortir de la guerre et entrer dans une phase décisive de négociation. Il permet que la paix israélo-palestinienne soit le premier pilier d'une nouvelle architecture de paix et de sécurité au Proche et Moyen-Orient. Il crédibilise aussi la possibilité d'une plus grande intégration économique. Rien ne sera possible sans que les autorités israéliennes s'approprient pleinement notre ambition renouvelée de parvenir enfin à la solution des deux États. Je sais leur réticence et leurs craintes. J'entends avec beaucoup de respect le peuple israélien, sa tristesse et sa fatigue. Et je veux croire que les autorités israéliennes l'entendront également et sauront s'engager à leur tour. Je sais que le peuple israélien et ses dirigeants peuvent en avoir la force. Et je me souviens du jeune homme que j'étais, apprenant l'assassinat terrible d'Yitzhak Rabin, il y a près de 30 ans, tué pour avoir voulu la paix.
Au moment où la mort allait le ravir, le guerrier héroïque de l'État d'Israël venait prononcer ces mots. « J'ai fait la guerre aussi longtemps qu'il n'y avait aucune chance de faire la paix. » Cette chance existe, là, aujourd'hui. 142 États proposent cette paix, main tendue, prête à être serrée. Alors oui, le temps est venu d'arrêter la guerre à Gaza, les massacres, la mort, tout de suite. L'urgence nous le commande. Le temps est venu pour Israël de vivre en paix et en sécurité, de la Galilée à la mer Rouge, par la mer Morte, par le lac de Tibériade et par Jérusalem. Le temps est venu de ne plus discuter nulle part l'existence d'un État d'Israël et d'en faire une évidence. Le temps est venu de rendre justice au peuple palestinien et ainsi de reconnaître un État de Palestine, frère et voisin, à Gaza et en Cisjordanie et par Jérusalem. Le temps est venu de chasser de ces terres le visage hideux du terrorisme et de bâtir la paix. Oui, bâtir la paix. C'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire, et c'est notre devoir. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Mais le temps est venu. Le discours prononcé par Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies restera sans doute comme l'un des plus marquants de sa présidence, et peut-être même de l'histoire diplomatique française au Proche-Orient. En reconnaissant officiellement l'État de Palestine, la France prend une décision qui, bien au-delà de la symbolique, engage son avenir diplomatique, stratégique et moral. Pour comprendre toute la portée de cette annonce, il est nécessaire d'en décortiquer les multiples dimensions, géopolitiques, idéologiques, historiques et pratiques. Tout d'abord, cette reconnaissance n'est pas un geste isolé. Elle s'inscrit dans une dynamique internationale plus large. D'autres pays européens comme l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ou la Slovénie avaient déjà franchi ce pas en 2024, et plusieurs États du Canada à l'Australie en passant par la Belgique ou le Portugal ont accompagné la France dans ce moment. L'effet recherché est évident, créer un basculement collectif qui rend irréversible le processus de reconnaissance internationale du peuple palestinien. En d'autres termes, la France a voulu que son geste ne soit pas seulement une voix isolée dans le concert des nations, mais qu'il participe à une dynamique d'entraînement, à un mouvement coordonné qui change l'équation diplomatique. Ce choix intervient aussi dans un contexte dramatique. La guerre à Gaza, déclenchée après les attaques sanglantes du 7 octobre 2023 et suivie par une riposte israélienne d'une ampleur inédite, a révélé l'impasse des logiques militaires. Macron insiste sur deux éléments, la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages détenus par le Hamas. Mais il va plus loin en posant une architecture de sortie de crise, une administration de transition à Gaza incluant l'autorité palestinienne et les forces de sécurité locales, encadrées et soutenues par la communauté internationale, avec pour objectif le désarmement complet du Hamas. Ce schéma vise à couper l'herbe sous le pied aux critiques qui accusent la reconnaissance de la Palestine de récompenser le terrorisme. Pour Paris, au contraire, reconnaître la Palestine, c'est donner une chance à la paix et affaiblir les extrémistes qui prospèrent sur l'absence de perspective politique. Il faut aussi noter le poids symbolique du langage employé par Macron. En citant Mahmoud Darwish, il confère une dignité culturelle et poétique au peuple palestinien, insistant sur son enracinement et son droit à l'existence. Cette rhétorique contraste avec la froideur des analyses sécuritaires habituelles. Elle vise à humaniser la cause palestinienne, à rappeler que derrière les conflits et les cartes géopolitiques, il y a un peuple qui souffre, qui espère et qui mérite justice. En même temps, Macron prend soin d'affirmer que cette reconnaissance n'enlève rien aux droits d'Israël et que la France restera toujours aux côtés de l'État hébreu lorsqu'il s'agit de sa sécurité. C'est une manière de rassurer, d'équilibrer son discours, mais aussi de rappeler que la France n'est pas dans une logique de confrontation avec Israël, mais bien dans une logique de médiation. Ce positionnement français s'explique par une stratégie plus vaste. Depuis plusieurs années, Paris tente de se positionner comme une puissance d'équilibre, capable de parler à toutes les parties dans des crises internationales où les blocs traditionnels s'affrontent. Au Proche-Orient, les États-Unis sont souvent perçus comme trop alignés sur Israël, tandis que d'autres acteurs comme l'Iran ou la Turquie sont considérés comme partiaux du côté palestinien. La France, elle, cherche à s'imposer comme un interlocuteur crédible, indépendant, mais capable de peser. Cette reconnaissance de la Palestine est donc aussi un investissement en influence. Paris veut être au cœur des futures négociations. Un autre aspect central est la dimension européenne. Macron cite à plusieurs reprises les partenaires de l'Union européenne qui accompagnent ce mouvement.
Il s'agit d'envoyer un message clair. L'Europe peut être une force diplomatique majeure, pas seulement un acteur économique. En soutenant ensemble la cause d'une solution à deux États, les Européens cherchent à renforcer leur cohésion interne et à affirmer leur autonomie stratégique face aux États-Unis. Ce n'est pas seulement une question de solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi une manière de rappeler que l'Europe peut être un acteur géopolitique à part entière. Il faut également analyser la portée pratique de cette annonce. Reconnaître un État, c'est ouvrir la possibilité d'échanges diplomatiques officiels. Macron évoque ainsi la future ouverture d'une ambassade de France auprès de l'État de Palestine, à condition que les otages soient libérés et qu'un cessez-le-feu soit instauré. Cette perspective est un signal fort, la reconnaissance n'est pas qu'un mot, elle sera suivie d'actes concrets. Cela dit, la reconnaissance seule ne résout rien sur le terrain. Gaza est dévastée, la Cisjordanie fragmentée, Jérusalem disputée. Les colons israéliens poursuivent leur expansion et la méfiance entre les peuples reste immense. Le chemin de la paix sera donc semé d'embûches. Mais le pari de Macron est clair, en redonnant une perspective politique, en rendant crédible la solution des deux États, il espère casser le cycle infernal des violences. Sans horizon, les Palestiniens se sentent condamnés à l'exclusion et certains basculent dans la radicalisation. Sans reconnaissance de leur droit à exister, la paix est impossible. C'est ce verrou que Paris veut faire sauter. Sur le plan symbolique, la France se replace dans une tradition gaullienne et mitterrandienne de diplomatie indépendante au Proche-Orient. Depuis le général de Gaulle et son fameux discours de 1967 dénonçant l'occupation israélienne des territoires palestiniens, Paris a toujours cherché à maintenir une ligne singulière, parfois en décalage avec Washington. Macron s'inscrit dans cette continuité, tout en l'adaptant aux réalités actuelles. Il ne s'agit plus seulement de condamner ou d'appeler à la paix, mais de poser un acte juridique et diplomatique fort. Enfin, il faut évoquer les risques. Israël ne manquera pas de réagir négativement à cette annonce, et les relations bilatérales pourraient se tendre. Aux États-Unis, certains verront d'un mauvais œil ce choix français, perçu comme une mise à distance de l'allié historique. Et sur le terrain, rien ne garantit que cette reconnaissance change la réalité quotidienne des Palestiniens, toujours soumis au blocus, aux violences et aux divisions internes. Mais la diplomatie est faite de paris. En posant ce geste, la France espère forcer un nouveau rapport de force, créer une dynamique où l'inéluctable redevient possible, deux États, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. En définitive, ce discours de Macron est un moment de bascule. Il ne met pas fin au conflit, mais il redonne un souffle à une idée que beaucoup croyaient morte. Il repositionne la France comme puissance de paix, tout en exposant Paris à de nouveaux défis diplomatiques. Il rappelle surtout une vérité essentielle. Sans justice pour les Palestiniens, il n'y aura jamais de sécurité durable pour les Israéliens. Et sans paix entre ces deux peuples, c'est tout le Proche-Orient qui restera prisonnier de la violence. Si vous souhaitez continuer à analyser en profondeur les grands bouleversements géopolitiques et comprendre ce que les discours officiels cachent vraiment, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses.